Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du vendredi 3 juin 2022. Avant de débuter cette émission, comme d'habitude, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Pour rappel, je serai aussi absent lundi, étant donné que c'est un jour férié avec le lundi de Pentecôte. Donc il n'y aura pas d'émission en début de semaine prochaine. On se retrouvera à partir de mardi prochain. Maintenant, pour terminer la dernière séance de la semaine, comme vous le savez, les marchés sont focalisés sur le rapport mensuel sur l'emploi US, principal catalyseur macro de la semaine. Globalement, hier, on a quand même terminé sur une belle hausse, portée notamment par les entreprises à forte capitalisation comme Tesla et Nvidia, mais aussi Amazon. On a eu une poursuite du rebond de la tech juste avant la publication des chiffres de l'emploi américain. Et alors que l'inflation continue de grimper, en tout cas affiche un niveau relativement élevé depuis 40 ans, la vice-présidente de la Réserve fédérale, Lael Brainerd, a déclaré justement jeudi que des hausses d'un demi-point des taux de l'institution ce mois-ci et en juillet étaient raisonnables, et qu'il y avait finalement peu de chances qu'une pause soit observée en septembre, comme l'espèrent les marchés financiers. Donc en final, elle rejoint les propos de James Bullard qu'on a eu aussi en début de semaine. Pour rappel, on a eu plusieurs speakers qui eux aussi rejoignent finalement l'avis de Lael Brainerd, un membre de la Fed. Et en fait, tant que l'inflation ne sera pas véritablement contrôlée, ils estiment qu'on aura encore une fois une hausse des taux au mois de septembre. Pour rappel, en fin de semaine dernière, les marchés estimaient qu'il était probable, envisageable que Jérôme Powell lève le pied, adopte un resserrement monétaire un peu plus souple à partir du mois de septembre, si les hausses de 50 points de base commençaient à faire effet. Bien évidemment, encore une fois, ce sont des anticipations et tout dépendra de l'évolution de l'inflation à partir du mois de septembre. Si effectivement on a un net recul, Jérôme Powell pourra lever le pied, sinon en quel cas il faudra de nouveau mettre un tour de vis monétaire. Maintenant, Microsoft a annoncé quand même une réduction de ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre, tandis que Elon Musk, lui, après la clôture, a évoqué dans une note au cadre de Tesla que le groupe devrait réduire ses effectifs d'environ 10%. Donc là, on commence déjà à envisager et à voir les premiers effets que pourrait avoir l'inflation sur les entreprises. Soit via de la réduction de personnel, soit celle-ci vient quand même un peu ronger les marges des sociétés. Donc on a déjà des entreprises de croissance sous pression, et si en plus les gros bulldozers nous annoncent des réductions de personnel ou des réductions, une réduction des prévisions de bénéfices, ça risque d'être compliqué, en tout cas pour la publication du résultat pour le prochain trimestre. Pour rappel, la prochaine saison des résultats aux États-Unis débutera à partir du mois de juillet. Et c'est ici qu'on verra justement l'impact véritablement de l'inflation sur ces sociétés, mais aussi l'impact du resserrement monétaire mis en place par la Fed. Ce matin, en Europe, on progresse un peu, on profite, j'ai envie de dire, de l'élan donné par Wall Street et Tokyo entre hier et durant la nuit. On attend forcément, pareil, les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis qui devraient donner des indications aux investisseurs sur l'état de l'économie américaine et l'agressivité avec laquelle la Fed pourrait continuer à augmenter les taux d'intérêt. Donc, le rendez-vous clé de cette dernière séance sera la publication du NFP à 14h30. Pour rappel, le consensus Reuters table sur 325 000 créations d'emplois non agricoles en mai, après 428 000 en avril, et un recul du taux de chômage à 3,5% et une décélération de la hausse des salaires à 5,2% sur un an.
Côté macro, ici ce sont les craintes de la part des opérateurs, mais aussi des investisseurs, à savoir le scénario du pire, la stagflation. La stagflation, pour rappel, c'est une baisse de croissance économique, voire une croissance plutôt molle, et une hausse de l'inflation. Donc ici, on a un peu les prévisions à venir pour la fin de l'année aux États-Unis. Et très clairement, les prévisionnistes et les économistes tablent vraiment sur une baisse du PIB, de la croissance et une inflation quand même assez élevée. Globalement, même si la Fed combat l'inflation devrait quand même rester élevée jusqu'à la fin de l'année. On table quand même sur un retour à 2% à partir de 2023. Donc là, on risque vraiment d'être dans un scénario, on l'est déjà selon moi quand même, dans un scénario de stagflation, ce qui devrait logiquement profiter aux métaux précieux. Pour rappel, la stagflation c'est l'environnement idéal pour les métaux précieux, notamment l'once d'or, mais ce dernier reste quand même pressurisé par la force du dollar et la remontée assez fulgurante des taux d'intérêt réels. Donc là c'est vraiment l'élément qui fait que l'once d'or a du mal vraiment à repartir de l'avant. Donc effectivement, la hausse est conditionnée par une accalmie sur les taux et une faiblesse du dollar. Néanmoins, l'or reste assez solide étant donné qu'on a quand même pas mal d'inquiétudes toujours sur la guerre en Ukraine. Donc il continue quand même de jouer son rôle de valeur refuge. Maintenant, ce que Powell compte faire, eh bien, c'est justement augmenter les taux pour juguler cette inflation galopante. Après, le risque, c'est d'avoir une récession. Comme vous le savez, ce ne sera pas sans conséquences. On pourrait avoir des pressions sur l'emploi, d'une part, une baisse de la consommation. On l'a déjà remarqué qu'on a une baisse de la consommation des ménages, donc forcément, qui dit baisse de la consommation dit baisse de la croissance. Et le scénario du pire, ce serait qu'on ait une chute de l'immobilier derrière. Donc, tout le travail délicat que doit mener la Fed maintenant, c'est de combattre l'inflation sans provoquer un fort ralentissement économique, auquel cas risque de récession. Et si risque de récession, eh bien les marchés pourraient perdre pied derrière. Donc trouver le juste milieu finalement pour éviter que le marché perde pied et réussir la fameuse mission qui est de procéder à un atterrissage en douceur. Et pour l'instant, les marchés ne sont pas totalement convaincus à ce scénario-là. La confiance de la Fed commence peu à peu à s'éroder. Pour rappel, cette semaine, on a eu Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, qui a quand même annoncé que, gros aveu de faiblesse, qui s'était totalement planté sur l'inflation quand il disait que l'inflation était transitoire. Donc énorme aveu de faiblesse et par conséquent perte de confiance vis-à-vis de l'une des plus grandes institutions. Donc effectivement, si derrière la Fed nous promet un atterrissage en douceur et que finalement on rentre en récession, si les marchés commencent à perdre confiance en l'un des plus grands argentiers du monde, ça pourrait faire derrière des dégâts sur les marchés financiers. Ici, c'est un graphique qui met vraiment en relation la rotation sectorielle qui a été extrêmement violente et rapide. On est passé des valeurs de la tech qui se sont envolées entre 2020 et 2021 avec des valeurs qui ont perdu maintenant en moyenne plus de 50%. Là, c'est le cas de Zoom. Donc Zoom, c'est la société un peu qui permet de faire des chats un peu comme Teams, un peu comme Skype. C'est très clairement un concurrent. Donc de pouvoir communiquer via des réseaux, tout simplement. Donc qui a été fortement utilisé, en tout cas, leur logiciel a été vraiment utilisé partout dans le monde durant les confinements. Donc résultat,
On a eu une belle envolée du titre. Le titre est monté jusqu'à 150 milliards de capitalisation boursière. Et ensuite, qu'est-ce qu'il s'est passé ici exactement? Fin 2020, fin octobre 2020, début surtout novembre, ce sont l'annonce des vaccins. Et donc, grosse rotation sectorielle qui avait débuté. Bien évidemment, les grosses valeurs de croissance telles que Apple, Facebook, Amazon ont continué leur ascension, mais les petites valeurs un peu spéculatives sur lesquelles les opérateurs ont beaucoup misé durant le confinement, qui se sont envolés à des niveaux de valorisation extrêmement élevés, sont complètement retombés. Vous voyez ici la capitalisation boursière complètement fondue. On doit être aux alentours, je pense, maintenant entre 30, je dirais au mieux 30, voire 40 milliards, mais je pense que plutôt les 30 milliards, on était quand même à 150. Et à l'inverse, réouverture de l'économie. Donc le pétrole, lui, a poursuivi son ascension. Ici, c'est ExxonMobil, une société pétrolière américaine. Et donc là, qu'on a annoncé les vaccins, réouverture de l'économie à venir, on anticipe. Hausse du pétrole, ExxonMobil a continué sa course. Et ici, c'est là où surtout on a eu le point dur et la rotation sectorielle, puisque là, la Fed annonce le resserrement monétaire, son tour de vis. En parallèle, invasion de l'Ukraine par la Russie, et les valeurs de l'énergie ont complètement explosé, tandis que les valeurs de la tech restent toujours sous pression vis-à-vis du resserrement monétaire. Donc vraiment un graphique très parlant sur la rotation sectorielle, ce qui souligne toujours quand même l'importance, je trouve, de prendre des bénéfices, de ne pas tomber amoureux de certains titres et de revenir uniquement sur les valeurs de croissance quand on aura de nouveau des signes encourageants de reprise haussière. En tout cas, pour l'heure, le secteur de l'énergie est très clairement le secteur qui surperforme en cette année 2022. Direction la partie technique maintenant avec les indices avant d'aller sur les crypto-monnaies. Bon, on se stabilise, beau gap aussi à l'ouverture. Personnellement, pas de plan de trading. Juste avant le NFP, j'attends de voir tout simplement si on va confirmer la cassure de cette oblique. On a fait un gap haussier, c'est vendu derrière, il n'y a pas de relais comme d'habitude. Petit chandelier ici qui est toujours en place, à savoir l'étoile du soir. Bon, je pars du principe que les acheteurs reprendront vraiment la main si on si on casse les 6570. Pour l'heure, j'estime qu'il y a balle au centre. Voilà, vraiment balle au centre, grosse indécision de la part du marché, on tricote cette oblique, on n'arrive pas vraiment à s'extraire, on tente un gap, mais derrière il n'y a pas de relais, le flux acheteur n'est vraiment pas présent. D'un autre côté, voilà, les niveaux de support tiennent, donc sentiment qu'on est vraiment dans un gros range d'hésitation. Et au-dessus, pour moi, pour libérer le potentiel aussi, effectivement, il faut casser notre plaque jaune, qui est juste ici, pour accélérer en direction des 6700. Pour l'heure, on reste prisonnier entre les 6400, donc la Tenkan et la Kijun, et on est en fait dans un énorme range. Donc ici, on ne va pas mettre en place des plans de trading, on va laisser les marchés digérer tranquillement ce rapport sur l'emploi cet après-midi pour ensuite mettre en place des plans de trading à partir de la semaine prochaine. Mais pour l'heure, bon, pas grand chose à signaler. Pour moi, on est dans un range. On a un micro-range ici qui se met en place. Effectivement, si on a une belle clôture hebdo ce soir et qu'on est au-dessus des 6500, au-dessus des 6530, ce sera de bon augure pour la semaine prochaine. Et je pense qu'il faudra commencer de nouveau à travailler éventuellement l'achat, mais si on reste ici, qu'on repasse sous l'oblique, bon, et bien peut-être qu'il faudra vraiment prendre en considération l'étoile du soir qu'on a eue, pour de nouveau avoir un retour sur les 6415, et derrière, par contre, je guette la cassure de ce niveau pour vraiment permettre une accélération un peu plus bas. Mais là, même constat en données horaires, on n'a pas fait grand chose cette semaine, beau gap haussier, ça n'a pas tenu. Bon,
attendons vraiment le rapport mensuel sur l'emploi, voir comment les opérateurs vont se positionner derrière. Mais pour l'heure, je suis plutôt neutre globalement sur le CAC 40. Le DAX, c'est pareil. Est-ce qu'il va nous faire un double top, un range à venir? Effectivement, on avait le même chandelier ici, mais bon, pour moi, il était incomplet malheureusement. Enfin, la bougie ici manquait un peu de corps, ce chandelier était formé au milieu de nulle part, mais là, encore une fois, comme ce matin, gap haussier, pas de relais, le flux vendeur reprend la main, potentiellement un range, voire un double top. Donc très clairement, si on casse les anciens plus hauts, eh bien je serai acheteur et je viserai la borne haute de notre range pour commencer à mettre en place un plan vendeur ici. Et là, si on retombe cet après-midi et qu'on forme un bel avalement baissier même, eh bien il faudra se méfier parce qu'on aura eu vraiment une étoile du soir, un avalement, un risque de double top et je pense que je passerai même vendeur sans attendre la cassure de la ligne de coup pour viser en TP1 et en TP2 un peu plus bas. Donc voilà le plan, à affiner je trouve en données 4 heures. Pour l'instant, voilà, on est en train de combler le gap. Si les marchés digèrent mal le NFP, eh bien risque d'avalement derrière et de double top, auquel cas il faudra adopter une stratégie vendeuse pour la semaine prochaine. Et si on clôture comme ça, rien du tout, une balle au centre, on n'aura pas de chandelier de retournement, donc il faudra continuer à mon avis à travailler ce range et chercher des achats uniquement à la cassure par le haut. Je vais quand même regarder en données weekly la clôture. Ok, donc on préserve quand même notre kit jaune, on est juste au-dessus du nuage. Bon, pas plus d'informations que ça sur la bougie hebdo. Pour moi on a un range, donc vraiment l'idéal ce serait d'aller chercher la borne haute de ce range. Mais maintenant on verra un peu comment on termine cette bougie ce soir à la clôture après le NFP. Le Dow Jones. Belle poursuite haussière sur le Dow Jones quand même. Bon, l'idéal serait d'aller chercher les 33 780, de revenir tester notre Kijun un peu plus haut. J'ai plutôt un objectif vers les 33 550. Pour l'instant, ça tient. Pareil, il faut surveiller ici. Si on parvient à reconquérir le bas de nuage, effectivement, il y a de la place pour aller chercher la Kijun. Si on clôture ce soir sous le nuage sous Tenkan, sentiment que les vendeurs pourraient la semaine prochaine reprendre la main. Maintenant, voilà, pour moi, si on doit poursuivre ce rebond, c'est la MM50 que j'attends. Voilà, on a un très beau niveau ici. Comme vous pouvez le voir, si je dézoome un peu, voilà, pour moi, on a quand même un niveau intéressant aux alentours des 33 600, 33 520, et ce serait l'idéal à venir chercher si on confirme cette sortie de range en données horaires. Voilà, vous voyez ici, c'est à peu près le... On est quasiment sur une sortie de range. En fait, on a eu en clôture hier quand même la sortie de range par le haut. Si on prend la mèche, effectivement, c'est encore limite. Si on prend les clôtures de bougie, voilà, pile poil. On avait ce range de consolidation. Si on sort par le haut, l'idéal pour moi, c'est d'aller chercher 33 550, 33 800 au mieux. Mais je serais quand même assez méfiant sur ce niveau-là. Je serais quand même intéressé pour tenter une vente. Donc là, pour l'instant, ça reste haussier. On est dans un range. Faut confirmer la cassure cet après-midi. Et sinon, un peu même scénario que le DAX. Si les annonces sont jugées décevantes et que le marché commence à se retourner, eh bien, surveiller pour mettre en place une vente et viser un retour sur la borne basse. Et derrière, on ne peut pas ignorer, pareil, un scénario de double top à venir avec une correction un peu plus profonde. Si on regarde les futurs, ouais, ça du terrain. Ici, on avait un peu notre canal. Je vois pas pourquoi il est autant.
c'est ce point-là. Je vais remettre données 4 heures. Donc, ici, l'élément qui me plaît effectivement, c'est la cassure Tenkan-Kijun qu'on a eu avec prise d'appui sur MM50, belle cassure Tenkan-Kijun. Shiku était totalement libre de tout obstacle. Maintenant, peut-être que certains sont rentrés ici. Je pense qu'il serait préférable d'attendre la confirmation avec le rapport sur l'emploi. Donc, c'est publié à 14h30. Attendez l'ouverture à 15h30, 16h pour vous positionner. Si la zone tient, effectivement, je pense qu'on peut tenter un achat avec un stop assez large pour le coup. On va le mettre sous la même 50 même, je dirais plutôt ici. Donc un stop assez large. Ce sera un retour sur le bas de zone avec un stop ici. Si le marché repart pour viser en TP1 et en TP2 un peu plus haut. Sinon, attention, si on part vraiment dans le scénario de range qu'on a vu sur le cash, soyez plus prudent. Surtout si on recasse une nouvelle fois cette zone, je pense que ce pattern va dysfonctionner. Et là, on a un pattern de poursuite de la hausse. Maintenant, j'attends quand même, pour ne pas se permettre de prendre ce pattern et dire ok, on a un signal, on paye. Non, on a quand même un événement important à venir dans quelques heures. Donc c'est lui qui va permettre en fait, qui va donner le tempo pour la suite. Donc si c'est bien accueilli, pourquoi pas prendre ce signal, stop loss en dessous, viser TP1, TP2 un peu plus haut. En revanche, voilà, si le marché encaisse mal les publications du rapport sur l'emploi, regardez bien le cash et voyez comment se comportent les prix sur la borne haute. Surtout si on a des signaux, et partez plutôt dans une phase de trading range à venir. Donc vraiment, il va falloir jongler entre les deux, le cash et le futur, et surveiller un peu cette zone ici à 32 900 pour savoir si elle résiste ou pas, ce qui permet de relancer la tendance, ou au contraire, partir dans une phase de trading range, comme ça pourrait être le cas sur le cash. L'euro-dollar. L'euro-dollar, range aussi à venir. Alors on va faire du nettoyage, on va enlever l'Ishimoku. Ok, donc ici on a pris un TP1. On avait mis en place un plan vendeur mercredi en début de journée. Le TP1 a été fait et je pars du principe qu'il sert à financer ce stop loss. Voilà, donc si le marché, pour rappel, si le marché accélère, qui vient taper ce niveau, stop loss financé par la prise de bénéfices sur ce niveau-là. Donc j'espère que tout le monde a pris des bénéfices pour justement financer stop loss. Effectivement, la bougie d'hier est pas top. On est sur autre canal. Je pars du principe qu'on a de la marge. Enfin, le stop loss est ici. Si vous voulez l'abaisser un peu pour vraiment diminuer votre risque, pourquoi pas. On a quand même le NFP, ça peut être volatile. Mais dans tous les cas, voilà, on ne peut pas perdre. Ce stop loss a été financé par une prise de bénéfice. Donc je vais le laisser tel quel et voir la réaction du marché. Si on casse à la hausse, qu'on accélère, eh bien tant pis, sortie en quelque sorte à break-even, et on cherchera des achats pour la semaine prochaine, pour aller chercher 1,09 et 1,10. Si finalement le dollar américain se renforce après le NFP, eh bien on pourrait aller chercher notre TP2 derrière, étant donné que probabilité qu'on rentre dans un range, voire scénario de double top. Voilà pourquoi je vous invite quand même à pas trop mettre le stop au ras des pâquerettes, mais le laisser tel qu'il est pour ne pas se faire sortir sur une mèche. Donc là, ce sera un scénario de range voire double top. Et si on casse par le bas, cette fameuse zone, 1,0630, 1,0620, eh bien on pourra aller chercher notre TP2 à 1,0520. Et voilà, c'est la zone. 1,05, 1,0485. En tout cas, c'est la zone, ce serait le TP1. Donc voilà le plan. Et pour les retardataires, je pense que certains pourront renforcer la position si on casse sous cette zone. Donc voilà les deux plans que j'ai actuellement. Mise à BE du stop loss, en tout cas stop loss financé. Si ça casse par le haut, tant pis, c'est pas grave. On cherchera des achats la semaine prochaine. Si finalement on bute sur ce gros niveau, résistance horizontale, haut de canal, et qu'on fait une nouvelle rotation des prix vers la borne basse, eh bien potentiellement un double top à venir
et auquel cas on est dans le train et donc on attendra un repli à venir pour aller chercher notre TP2. L'USD Yen, pareil. Là, normalement, vous avez dû prendre des bénéfices sur cette paire. Le plan se passe plutôt bien, on a de la marge, ça repart à la hausse, on a remonté le stop loss. Je vais remettre l'Ishimoku. Voilà, Chikou est repassé au niveau des prix, c'est parfait. Il faudrait que Tenkan est repassé au niveau des prix, c'est parfait. Il faudrait maintenant que Kijun remonte aussi un peu. Donc rien à dire. On peut presque mettre le stop loss à break-even. Effectivement, on est rentré ici. Si vous avez pris des bénéfices, quelques bénéfices, eh bien laissez le stop loss là, étant donné que ça le finance. Vous voyez que je cherchais hier à vous dire, je veux que mon stop loss suive ma MM50. Donc là c'est parfait en fait. Le stop loss arrive, enfin la MM50 arrive sur le haut du nuage. On peut de nouveau un peu remonter, mais pas de beaucoup. Voilà. On sera plus confortable à partir de lundi, mardi. On pourra vraiment se mettre à break-even. Voilà, l'idéal, ce serait de remonter ici. Car là, si ça chute violemment, bon, je pense pas qu'on aura une chute non plus extrêmement violente d'ici cet après-midi. Mais voilà, on a un beau niveau de support, et même 50 haut de nuage. Donc voilà, faudrait pas se faire sortir sur mèche. D'où mon invitation à prendre quelques bénéfices, c'est pas interdit. Mais l'idéal reste quand même d'aller chercher mon TP1 ici et mon TP2 un peu plus haut. Je pense quand même qu'on allégera un peu sur... si vous allégez maintenant, voilà, il faudra vraiment attendre derrière les 132,50 avant d'alléger. Mais l'idéal, c'est quand même d'aller chercher ce niveau clé. Voilà, 132,50, 135. En données 4 heures, rien à signaler. La tendance est parfaitement haussière. Là, effectivement, le risque, ce serait qu'on forme une divergence sur ce niveau-là. Donc, affaire à suivre. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, on remonte les stops. Le trade se place plutôt bien. Et on surveille, pareil, le rapport sur l'emploi américain qui pourrait impacter cette paire. La UDNZD, il ne veut toujours pas nous donner ce fameux repli que j'attends. Peut-être que certains sont rentrés, effectivement, je vous disais, les 1,0545, pour moi le setup est vraiment magnifique. D'abord je vais quand même regarder en données hebdo la tête de la bougie, mais je pense qu'elle est très très belle cette bougie. Elle est très très belle, magnifique pullback, expulsion par le haut, bougie flux directionnelle impulsive, c'est vraiment bon pour la suite. Donc belle bougie hebdo, le setup ici est beau, on n'a pas le pullback. Bon, l'idéal c'est peut-être de rentrer une partie de la position maintenant. Ce serait dommage de rater une partie du mouvement. Donc je pense que l'idéal c'est de rentrer une partie de la position maintenant, si ce n'est pas déjà fait. Et puis laisser faire le marché. S'il y a un repli, tant mieux pour vous. Vous splittez la position en deux, vous rentrez une partie maintenant, l'autre après. Si on n'a pas de repli de marché, au moins vous êtes dedans. Enfin, si on accélère, effectivement, au moins vous êtes dedans, vous ratez pas le train. Donc je pense que là, l'idéal, c'est de diviser la taille de sa position par deux et faire une entrée fracturée, tout simplement. On n'a toujours pas de repli, donc peut-être qu'on l'aura la semaine prochaine, peut-être que pas du tout, j'ai pas de boule de cristal, donc voilà, ce serait dommage de rater ce beau mouvement. Je trouve qu'on a une très belle tendance, une belle sortie de figure de continuation de tendance. Donc l'idée, voilà, c'est rentrer un peu la position, le stop, on peut le remonter un peu du coup, le mettre plutôt par ici, et viser TP1 et TP2. Voilà le plan. Et s'il replie la semaine prochaine, eh bien, il faudra penser à rentrer l'autre bout de position restante. En données 4 heures. Mais en données 4 heures, on lâche rien pour l'instant. Le marché reste fort. Si je mets mon Ishimoku, on est vraiment venu faire un pullback en fait sur cette zone. Je m'attendais à un pullback un peu plus bas. Bon, Tenkan a suivi. On va voir si derrière, si Kijun remonte.
si on peut avoir un repli suffisant, mais pour l'heure ça reste extrêmement solide et ce n'est pas dit qu'on ait une correction pour affiner notre ratio, notre point d'entrée. Le gold dans son range de court terme, comme toujours, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Probabilité qu'on ait un range avec en milieu de range la fameuse zone des 1850, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On a un range de court terme. Donc là, pareil, j'ai pas envie de mettre en place un plan de trading. On est vraiment dans une grosse phase d'indécision. Un range, selon moi, ici. Voilà le range. Et le milieu de range, la grosse bataille, ce sont les 1850. Donc je repasserai acheteur effectivement si on parvient à le chercher, enfin si on parvient à casser par le haut ce niveau. Pareil, le rapport sur l'emploi américain peut quand même impacter le gold. La cassure ici est quand même très belle, mais pour moi on est encore dans le range. Donc, bien évidemment, quand je vois cette bougie, je me dis qu'il y a du potentiel pour aller chercher des 1890 $. Voilà, là c'est le gros niveau. Et pour libérer le potentiel aussi, il faudra derrière casser ce niveau, sortir pour l'eau du canal, pour enfin repartir en direction des 1964-1965 $. Pour l'heure, pas grand chose à dire, pas envie de mettre en place un plan de trading avant la fin de semaine, avant le NFP, mais grosso modo, voilà, on a un range 4 heures et je pense qu'il faut travailler ce range, surveiller l'évolution des prix à l'intérieur de ce range, et comme d'habitude, la cassure d'une des deux bornes donnera le coup d'envoi du prochain mouvement directionnel. Donc là, l'avalement a plutôt bien fonctionné ici. Si certains ont payé, prenez des bénéfices, allégez-vous et attendons le NFP qui pourrait aussi impacter les métaux précieux à 14h30. Le Brent. Le Brent. Bon, finalement, le marché pétrolier en légère baisse, au lendemain, j'ai envie de dire, de la décision de l'OPEP d'augmenter sa production, je crois, de 648 000 barils par jour en juillet comme en août. Après, bien que cette hausse soit quand même plus importante que prévu initialement, j'ai envie de dire que ça rassure que partiellement les investisseurs sur la capacité de l'OPEP à répondre à la baisse des exportations russes et surtout à la reprise attendue de la demande chinoise, étant donné qu'on avait des confinements un peu partout en Chine, notamment à Shanghai, et qu'à partir de début juin, on avait une réouverture de certaines grandes villes. Donc forcément, on avait des inquiétudes au niveau de la demande. Maintenant qu'on a une réouverture des grandes villes économiques, forcément, on s'attend à une certaine reprise de la demande chinoise. Maintenant, côté technique, ça tient, les niveaux de support n'ont pas cédé finalement hier. Le marché pétrolier reste extrêmement solide, je trouve, vraiment. Il ne tangue pas, on a eu une petite frayeur sous le support, finalement ça tient. Bon, maintenant qu'on a digéré les grosses annonces à venir, on va pouvoir enfin mettre en place des plans. Donc là c'est dommage, on a quand même eu une belle cassure Tenkan-Ki jaune ici. Au moment de la cassure, vous voyez, Chikou était sous les prix. Chikou était sous les prix, donc c'est pas bon pour moi. Bon, sentiment qu'on est dans un range, il n'y a quand même pas grand chose à faire sur ce marché. Soit on tente des achats sur les 113,70 en cas de retour sur les 113,70, soit on attend en fait la sortie de range par le haut. Et là ça va vraiment libérer le potentiel haussier et il y a potentiellement moyen de mettre en place un joli trade swing. Là j'ai beau basculer sur les unités de temps plus courtes. Bon, déjà en données hebdo, le support tient ici.
Mais pas grand chose à dire sur cette bougie. En données daily, ça reste haussier. On a une petite hausse un peu en crabologie, mais hausse quand même. Donc les acheteurs pour moi gardent la main. Maintenant, si j'affine sur des unités de temps un peu plus courtes, bon, on a une espèce de range un peu larvé. Bon, peut-être un canal, c'est pas terrible. Il est pas terrible ce canal, je trouve qu'on force le tracé, donc ça c'est pas bon. Plutôt un range, on est au-dessus d'un support pour moi, pas envie d'être vendeur. Ça reste haussier, les acheteurs gardent la main. Effectivement, si on retombe par ici, je serais éventuellement intéressé pour mettre en place un plan à l'achat avec un stop loss sous les plus bas. Mais sinon, dans l'idéal, ce serait la cassure des 121 pour aller chercher les 130 derrière. Le light, là pareil, elle est belle. Là pour le coup, elle est vraiment belle, la cassure Tenkan Kijun. Si j'enlève ce niveau, voilà. Prise d'appui sur MM50, cassure Tenkan Kijun dans le sens du flux. Là, Chikou est libre de tout obstacle. On est au-dessus des 116. J'ai vraiment du mal à être baissier finalement avec un tel setup. Voilà, la Tenkan a parfaitement tenu. On digère. Et là, je pense que si on s'extrait par le haut, on peut vraiment aller chercher les 121. Donc plutôt un BA haussier sur le pétrole. Très clairement, en tout cas, la configuration sur le light est très belle. Certes, on a ce haut de canal qui nous bloque un peu, mais voilà, finalement, les vendeurs n'arrivent pas à prendre la main. Ça reste haussier, de toute façon. On préserve encore une fois les beaux niveaux de support. Et en plus, en données 4 heures, on a quand même un joli signal technique haussier. Donc, qui nous invite à une nouvelle jambe de hausse à venir. Par conséquent, face à tant d'éléments techniques, soit qui montrent une certaine résilience des acheteurs, soit un signal à la hausse, autant vous dire que j'ai du mal à être baissier sur ce marché. Pour moi, j'estime qu'on a encore du potentiel et qu'on peut aller chercher un peu plus haut, retourner sur les 121 et 130 sur le baril de Brent. Les cryptos, ça bat de l'aile, c'est mou, ça repart pas, c'est franchement léthargique, ça devient lourd même. On va quand même pas faire une 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors, je sais pas compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ce serait une 10e semaine, sérieusement. Je crois que c'est du jamais vu encore. 8, 9, ouais, 10 en comptant celle-là. Donc ce serait une 10e semaine de baisse consécutive pour le BTC si on clôture rouge. Je crois que c'est du jamais vu dans l'histoire du BTC. Il faudrait que je regarde sur mes graphiques. Mais il me semble qu'on n'a jamais eu 10 semaines consécutives de baisse. Pour vous dire à quel point le marché est vraiment lourd, ambiance morose. Et on sent que vraiment l'effondrement de Terra Luna a vraiment impacté le marché des crypto-monnaies. On n'arrive pas à rebondir. Ce qui m'inquiète un peu, si vous voulez, c'est que on a une corrélation positive avec le Nasdaq. Je vous ai plusieurs fois présenté un chart dans la partie macro en vous disant corrélation positive avec le Nasdaq de 0,8. Le Nasdaq rebondit, les cryptos restent au tapis. Donc ça c'est quand même inquiétant de se dire que dans la baisse, les cryptos chutent à vitesse grand V. Et quand il y a un rebond, bah, les cryptos ne suivent pas. Donc autant vous dire que si le Nasdaq a amené à déclencher une nouvelle jambe de baisse, il y a de la place pour aller un peu plus bas sur les cryptos. Donc ça c'est vraiment un élément qui n'est pas bon pour le secteur des crypto-monnaies, de se dire qu'on avait une corrélation positive et dans les bons moments finalement les cryptos ne parviennent pas à rebondir. Et là j'aime pas ce que je vois, la cassure Tenkan Kijun, je l'avais même pas noté en plus mercredi. Elle est pas totalement complète cette cassure Tenkan Kijun, mais bon, l'idéal c'est de se mettre à plat. Mais on a un vilain setup qui me plaît pas vraiment ici. Après, on est sur support, on est sur un gros support, le support des 30 000. Donc je veux quand même laisser sa chance au BTC, mais
Voilà, si on a une nouvelle jambe de baisse sur les marchés, ça va purger sur les cryptos une nouvelle fois et on ira chercher les 24 000. Là, on a un signal baissier qui est validé. Je suis vraiment très très prudent sur le BTC. Voilà, je pensais qu'on allait avoir un départ de flux en me disant ici, tiens, le BTC fait son rattrapage. On a eu un gros rebond sur le Nasdaq. En début de semaine, c'était pareil, je me suis dit, tiens, le BTC commence le rattrapage, puis finalement, coup d'épée dans l'eau. Ça ne prend pas, l'ambiance est lourde, on repart dans ce fameux range, et en fait on s'accroche aux branches. Finalement, on tente de préserver le support, mais préserver un support c'est bien, euh, casser des résistances c'est quand même mieux. Donc là, soyez prudents sur les crypto-monnaies. Encore une fois, si vous cherchez des achats, attendez vraiment un retour sur les 28 000 pour initier des achats. Et si ce niveau casse, je pense qu'on peut aller chercher plus bas. Et combler complètement le gap laissé ouvert sur le CME à 25 000. En tout cas, c'est ma cible technique en cas de cassure des 28 000 $. L'ETH, c'est pareil. Enfin, l'Ether. On est à deux doigts de se prendre le stop ici. La divergence commence vraiment à faiblir. On n'est plus sur un pullback, on est en train de recasser. Je trouvais la configuration intéressante. Bon, rien n'est fait, on peut toujours partir sur un double creux en mode espoir, effectivement. Mais pareil, hein, si on break la zone sous les 1650, bon, le stop loss est atteint. Et derrière, c'est objectif 1400. 1410, hein, pour rappel, le fameux niveau, là on a une zone. Si je me mets en données hebdomadaires, j'enlève l'Ichimoku, ce sera plus propre. Voilà, là on a notre zone de support mensuel. Et pour moi, la prochaine zone, c'est celle-là. Ici. 1360, 1440. Donc là, voilà le plan. Et même constat, ici, je crois qu'on est à 9 semaines. Donc, on avait fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pourra attaquer la 9e semaine consécutive de baisse sur l'Ethereum. Là aussi, je crois que c'est du jamais vu. Donc une ambiance vraiment lourde. Si ça casse, de nouveau, on attendra les 1370 pour revenir à l'achat. Donc c'est simple, hein, si ça casse, la divergence dysfonctionne, tant pis, il faudra attendre 1400. Maintenant, scénario optimiste, c'est de se dire, bon, on laisse le stop loss là où il est, on espère soit un range, soit un double creux pour revenir chercher les 2335. Voilà, donc surveiller en données 4 heures. Franchement, si on casse ce niveau, on peut mettre en place un plan baissier. Si ce niveau tient une nouvelle fois, qu'on forme un joli double creux, et bien surveillez là de nouveau pour tenter un achat si on a un joli chantier de retournement. Sinon, on attendra de nouveau la cassure, peut-être pour les retardataires, pour renforcer sur ce niveau et aller chercher les 2335. Voilà les grandes lignes sur les crypto-monnaies. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée. Pour rappel, je suis absent lundi, étant donné que c'est un jour férié avec le lundi de Pentecôte. Par conséquent, on se retrouve à partir de mardi pour faire un nouveau point complet sur la planète finance.